félicitations pour votre présentation qui était tout à fait intéressante dans un français parfait. Donc ça aussi, félicitations. Merci. C'est de plus en plus rare que les intervenants parlent ici en français. Donc vraiment bravo. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est pour dire à quel point quand même je suis frappée là par la fertilisation croisée, je sais que le terme est à la mode, de la doctrine, c'est-à-dire qu'il y a énormément maintenant de chercheurs qui écrivent sur l'importance des sciences cognitives dans la recherche juridique. Alors par exemple, il y a des grands textes maintenant sur les catégories juridiques et les sciences cognitives, sur la manière dont le juge, lorsqu'il va appliquer une catégorie juridique, en réalité, il aura fait une opération antérieurement qui est une opération qui n'est pas du tout juridique. Et donc tout ça, c'est quand même assez... Et que ça sorte au même moment, c'est-à-dire que ces travaux-là sortent à peu près de manière... C'est donc que ça prouve qu'il y a une circulation là d'intelligence qui fait que voilà, on est tous influencés par les travaux des autres. Donc ça, je trouvais que c'était déjà intéressant. Et puis alors, pour revenir là sur le fond, cette fois-ci, je dirais tant mieux si les émotions sont prises en compte. C'est un peu la victoire, je dirais, de Nietzsche contre Descartes, si on voulait faire un peu de philosophie. Et ce qui est, j'ai eu donc l'occasion de réfléchir à ces questions sur d'autres terrains, et parfois on voit exactement l'inverse se produire, et notamment lorsque on traduit, donc plus exactement, alors ça rejoint ce que vous disiez, mais avec plutôt un effet inverse. Quand on négocie et qu'on ne négocie pas dans sa langue, eh bien, il a été prouvé par des études récentes que lorsqu'on négocie par exemple en anglais alors qu'on est francophone, eh bien justement on perd l'affect au profit de la raison. Et ça, c'est quand même, dans tous les cas, dans une partie qui est très importante. Et ça, justement, eh bien, ça oblige à s'interroger sur la langue qu'on emploie, notamment, puisque précisément, elle contrecarre, si elle n'est pas la nôtre, ce qu'on pourrait, le résultat auquel on pourrait arriver en négociant, précisément parce que le fait de parler dans une autre langue que la sienne nous prive notamment les émotions qui sont liées à l'enfance et qui font que donc on préférera toujours la solution rationnelle à la solution juste en admettant que ce ne soit pas la même. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, disons, merci pour les commentaires. En fait, je pense que, disons, l'un des aspects qui est plus intéressant concernant un peu les perspectives critiques sur le droit international, c'est un peu de dévoiler ce qu'il y a derrière cette rationalisation qui est assez prétendue. Et effectivement, il y a, et voilà pourquoi je pense que lorsqu'on travaille sur les émotions qui sont derrière ces genres de négociations, c'est intéressant de voir comment il y a un effort de montrer que les émotions ne sont pas là, un effort de montrer que les émotions sont mises à l'écart, précisément parce qu'il y a une volonté de consolider la raison dans le domaine de la négociation. Et là, il y a une explication très claire. Lorsque on essaye de négocier en traité, il faut évidemment surmonter les différences culturelles. Et là, pour devenir universel, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on finalement trahit la perspective locale. Et là, en Amérique latine, on le voit très bien. En Amérique latine, parfois, on utilise, ils ont des expressions en droit international qui ne sont pas des expressions qui sont nées en Amérique latine. On utilise les langages de l'autre afin de faire partie d'un système qui est universel, mais qui, à la rigueur, n'est pas né de façon universelle, c'est-à-dire a été finalement imposé. C'est-à-dire cette logique de la perspective, un peu des perspectives critiques, qui essaye un peu de montrer à partir de cette idée que je n'aime pas, disons, beaucoup en tant que telle, l'idée un peu de l'impérialisme dans différents domaines, cette idée de l'imposition et de la puissance et du pouvoir. Et là, je pense que la rationalisation est l'un des aspects de cette imposition. Si on découvre un peu qu'il y a un domaine de
la possibilité de récupérer et de retrouver un espace des négociations, il faut évidemment commencer à dévoiler, disons, les aspects affectifs qui sont derrière, comprendre ce qui se passe. Disons, autrement dit, il ne faut pas directement considérer que tout ce qui est, disons, déterminé par le droit international est là et ne peut jamais changer. Il y a des possibilités de changement. Et là, ce que je voulais un peu montrer à partir de ça, ce sont des stratégies, ce sont des dynamiques qui ont été employées lorsque le débat autour de TNP était un débat, je dirais, fermé, un débat clos. On ouvre la possibilité à des négociations alternatives précisément parce que on part un peu en arrière pour reconsidérer ce qui est finalement derrière la négociation originelle. Et donc, on essaye de changer l'espace, disons, de la discussion. Et là, je pense que c'est intéressant. Mais d'un point de vue linguistique, c'est tout à fait intéressant. Là j'aime beaucoup le livre de Anthea Roberts qui vient de partir, parce qu'effectivement, pour ceux d'entre nous qui travaillons sur ces regards un peu extra-juridiques, c'est tout à fait important de voir comment le droit international, à vrai dire, n'est pas international. C'est un droit qui est contrôlé par certains. Et là, le volet affectif qui est derrière ça, c'est très clair. On construit l'idée de l'international. Ah oui, c'est ça. Ouais, alors j'ai beaucoup aimé cette conférence. La réaction va peut-être être très cartésienne. Et voilà la rationalisation. La rationalisation, voilà. Non, je vois l'intérêt, évidemment, d'étudier les émotions dans les négociations internationales, c'est évident, et puis aussi dans l'écho médiatique que les questions peuvent avoir. Mais spontanément, j'aurais tendance, par exemple, à trouver que le nouveau traité est un travail très rationnel, alors qui est dû au fait qu'on a un peu élargi les acteurs du droit international, au-delà des exécutifs, disons. On prend un peu plus en compte la diversité de la structure étatique et le fait qu'il y a des groupes qui peuvent s'exprimer au sein même des États et avoir un écho international. Mais ça me paraît quelque chose d'extrêmement rationnel, d'une certaine façon, le fait d'élargir le champ des personnes qui participent à la construction du droit international dans une logique communicative, par exemple. On peut en faire une analyse d'une totale rationalité et considérer qu'au contraire, l'emprise d'un groupe limité de personnes sur la construction du droit international est fondée sur des émotions, justement. Mais tu l'as bien montré, la crainte est peut-être en partie forgée. Donc je trouve que faire le départ entre les émotions et la raison est en réalité assez compliqué si on veut, dans la dynamique générale de l'évolution d'un domaine. Et puis, par ailleurs, je trouve aussi que c'est délicat d'assigner à l'émotion le rôle positif de façon trop systématique, parce qu'on vit dans un monde où les émotions ont des échos médiatiques très forts, et c'est ce qui peut facilement conduire un État à faire des interventions d'humanité à l'étranger, qui sont aussi contestables à certains égards, tout à fait. Et pas toujours rationnellement justifiées. Voilà, donc c'est assez réversible en réalité. Oui. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc tu n'as pas fait de différence entre les émotions et les passions, mais tout de même les passions, ça a une connotation très négative, et dans la vie internationale, malheureusement, elles sont souvent au pouvoir. Donc, voilà, je m'arrête là. Non, ça va, non, très intéressant. Ouais. Ça, c'est la voie un peu de la résistance. Voilà, c'est bien. Alors, moi, je vais reprendre, disons, des différents volets. D'une part, les émotions ne sont pas quelque chose qui est différent de la raison. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'effectivement, il y a un effort de rationalisation, effectivement, dans la négociation, que les émotions ne sont pas là. Donc, il y a, je pense, un problème avec les émotions. D'habitude, les émotions se présentent comme invisibles. On ne les perçoit pas. On ne les voit pas
mais le pouvoir finalement des émotions lorsque on rationalise la signature d'un traité est, à mon avis, quelque chose de très important. Alors, une partie de cette rationalisation, et en fait, tu as précisément mentionné la logique intercommunicative. Et là, à mon avis, il y a un autre problème, disons, parce que lorsqu'on pense à la négociation des traités comme une logique intercommunicative, de nouveau, on reprend cette idée rationnelle des légalités des parties qui négocient. Et là, l'intercommunication, parfois, c'est difficile à la considérer d'un point de vue très concret. Moi, je pense, disons, lorsque on enseigne l'idée tout à fait rationnelle dans le traité, on dit le traité est un accord de volonté entre des sujets de droit international, entre des États. Et les États sont souverains. Par contre, lorsque, et là, vu que je suis argentin, je peux donner un exemple qui s'est mis en rapport avec l'Amérique latine. Là, lorsqu'on voit les traités bilatéraux d'investissement, on se rend compte que cette idée-là ne marche pas. Oui, tout à fait. Mais là, c'est bilatéral comme le droit international est international. Non, c'est bilatéral parce qu'il y a deux parties. Mais les deux parties ne négocient pas dans les mêmes poids, n'ont pas le même poids des négociations. Il y a un parti qui contrôle la rationalisation du traité et l'autre parti qui ne peut pas réagir, disons, qui doit accepter parce qu'il y a des aspects qui sont extra-juridiques qui se mettent en place. Il y a, disons, peut-être ça convient, peut-être pas pour des raisons économiques, peut-être pour des raisons politiques, mais à vrai dire, la négociation n'est pas là. Disons, on n'est pas assis dans la même table pour rédiger le traité. Le traité est déjà rédigé, on les signe. Ce que j'appelle les traités d'adhésion. C'est un traité d'adhésion. Et là, l'aspect émotionnel est très important parce que sinon, si on ne perçoit pas ces regards un peu qui justifient la signature d'un traité d'un point de vue extra-juridique, on a le risque, on court le risque de penser que les traités sont le résultat d'un procès d'intercommunication. Et là, au moins, ça c'est à mon avis, hein, et là, je pense, on reproduit une image du droit international qui est une image tout à fait rationnelle, qui considère qu'il y a le même poids des négociations dans les langages communs. Et par contre, il y a, mais ça c'est l'autre volet un peu de ma recherche, par contre là, lorsqu'on commence à travailler sur les langages du droit international, on voit effectivement que dans les langages, il y a des impositions. Non seulement parce qu'on utilise un langage parfois qui n'est pas le sien, mais parce que dans les langages, il y a la volonté d'établir des définitions. Dans les langages, on impose des notions, on impose des critères, comme on peut imposer politiquement un traité à un autre. Et donc, je pense, je n'ai pas une vision très optimiste du droit international de ce point de vue. J'ai une vision assez réaliste, disons. Une vision dans laquelle, effectivement, derrière le droit international, il y a une lutte de pouvoir qui est une lutte de pouvoir qui est toujours là. Mais là, disons, peut-être il faut considérer que je suis argentin, donc mon regard est un regard qui est lié un peu au sentiment du tiers-monde, si vous voulez, des pays en voie de développement. Et finalement, concernant ta dernière observation, moi, je ne dirais pas qu'il y a un rôle positif des émotions ou un rôle négatif des émotions. Il y a un rôle des émotions. Et là, ce que je vais montrer, effectivement, c'est que les émotions sont là, on les utilise, on les cache, mais ils sont là. Et ils permettent de faire avancer des idées. Si on utilise ces émotions à des fins positives, si vous voulez, et là, on pourrait éventuellement dire, voilà, derrière le nouveau traité sur l'interdiction des armes nucléaires, il y aurait une utilisation de l'empathie qui serait considérée comme quelque chose de positif. Tandis que lorsqu'on essaye de justifier une action militaire, une opération extérieure en disant, voilà, on fait l'intervention humanitaire, là, les émotions seraient plutôt négatives. Les émotions sont là, il faut faire face aux émotions parce que les émotions permettent d'expliquer les réponses aux actions des États. Et là, il y a des manipulations des émotions. On peut manipuler les émotions pour changer les paradigmes. On peut manipuler les émotions pour justifier
une attaque armée. Pourquoi on parle des interventions humanitaires? Il y a très peu d'humanitaires dans les interventions humanitaires. On parle de la responsabilité des protégés. C'est parfait, disons, tout le monde est d'accord que la protection est géniale. Qui serait contre une responsabilité de protéger? Protéger, c'est un verbe assez positif. Alors, ce n'est pas le mot, c'est l'émotion qui est derrière, et c'est la volonté de rationaliser, la volonté de rationalisation d'une décision. Et là, ce n'est pas seulement les médias qui manipulent. Ce sont les États, ce sont les ONG, ce sont les groupes armés. Il n'y a pas d'émotion sans rationalisation, c'est vrai, mais tout effort de rationalisation exige de notre part, en tant que, disons, personnes qui nous faisons des recherches sur le droit international, il faut voir ce qu'il y a derrière. Et là, je pense qu'il faut réexaminer les émotions, réévaluer les émotions. Celui qui va la rationaliser, parfois, c'est juge, de se saisir de ses émotions exprimées dans le préambule du traité ou ailleurs, et qui va le transformer en volonté. Oui, tout à fait. Là, disons, un autre volet que je n'ai pas présenté ici, mais que j'ai travaillé aussi, c'est un peu les émotions sur les affaires qui sont portées devant la Cour pénale internationale. Là, c'est tout à fait intéressant. On pense que la Cour pénale internationale est un effort de rationalisation de la justice pénale, disons, surtout si l'on compare avec Nuremberg, Tokyo, ça c'était la vengeance totale, disons, ceux qui ont gagné la guerre ont finalement imposé, disons, la justice. Dans les cas des tribunaux ad hoc, c'était le Conseil de sécurité qui avait créé les tribunaux, voilà, c'est un peu aussi quelque chose que l'on peut discuter, tandis que la Cour pénale internationale, qui garantit tous les droits, disons, aux personnes accusées, est considérée comme un effort de rationalisation. Et là, lorsqu'on commence à travailler sur des affaires, on commence à se rendre compte que les émotions sont là, pas seulement de la part des accusés, pas seulement de la part du procureur, de la part des juges. Donc, c'est vraiment impossible de parler du droit international pénal sans réflexion, sans une réflexion qui prête attention aux aspects affectifs. Oui. Oui, merci pour cette conférence fascinante. J'ai deux questions. Oui. Le premier, jusqu'à quel point est la terminologie de traité comme ça mis en place pour que le traité soit acceptable au public de nations qu'il faut le ratifier. Je sais qu'il y a certains traités pour d'autres choses, dont la terminologie précise est mise dans le traité pour que c'est acceptable pour ce réseau. L'autre question que j'ai, est-ce que c'est plutôt peut-être une observation, mais il semble que le phénomène que vous décrivez peut aller dans les deux sens. Et je rappelle quand Nicolas Sarkozy était le président, il a changé le nom de l'école militaire à l'école de guerre. Et je ne sais pas la raison, peut-être quelqu'un ici connaît la raison pour ça, mais ça semble donner une image plus féroce, d'une armée, de forces armées françaises sont plus féroces que ça. Même si très peu des officiers qui passent par l'école de guerre voient vraiment la guerre. Oui, tout à fait. Et oui, concernant la... Merci pour cette opinion. Concernant la terminologie dans les traités, ça dépend beaucoup des traités et ça dépend beaucoup de la négociation. Parfois, dans un effort de rationalisation, on essaye de mettre dans un des premiers articles un peu la liste des définitions des notions les plus importantes. Dans d'autres traités, précisément suite à parfois des débats diplomatiques, on utilise, disons, des mots sans définition. Donc, il n'y a pas un effort, disons, de travail terminologique, il n'y a pas de lexique expliqué.
vu qu'on préfère de laisser aux États une marge un peu d'appréciation plus large concernant les sens des mots que l'on utilise. Et là, de nouveau, ça pose beaucoup de problèmes parce que lorsqu'il y a ce que les anglophones parlent de open texture, la texture ouverte du droit, on a la possibilité donc de justifier de choses lorsque les traités, à vrai dire, ne disent rien. Donc ça permet un peu de donner plus de place à la discrétion et à l'interprétation de la part des États. Et je vous remercie aussi par cette référence concernant le changement de nom du ministère. Ça, dans le droit international, on le trouve tout le temps. Parfois, pour donner l'impression, disons, d'une valeur différente. Parfois, pour ne pas dire et ne pas employer un mot qui est censé être un mot à portée négative. Et là, je vous donne 2 exemples. Évidemment, la torture est interdite. Ça n'a aucune doute, il y a des traités, le système de droits de l'homme est très clair. Donc, on ne peut pas faire des tortures, on ne peut pas torturer. Par contre, il y a des États qui, suite à des circonstances exceptionnelles, telles que la lutte contre le terrorisme, doivent faire quelque chose et doivent justifier de façon publique quelque chose. Donc, on ne parle pas de torture, on parle en anglais de « enhanced interrogation ». C'est exactement la même chose. D'un point de vue pratique, c'est la même chose. Par contre, c'est un euphémisme très clair parce que ce n'est pas torture. Ce n'est pas de torture. Quelque chose que, à mon avis, c'est même pire. Il y a des États qui sont en train de violer des obligations qui sont établies de façon très claire dans les conventions, mais évidemment, ils ne peuvent pas dire, suite à la responsabilité internationale, qu'ils sont en train de violer. Donc, on commence à parler d'une soft compliance. Ce qui est vraiment terrible, parce que c'est quoi, disons? C'est pas compliance. C'est très soft, ça c'est clair, mais c'est pas compliance. Donc, on ne dit pas que l'on viole, disons. Et ça, disons, je ne veux pas avancer là-dedans, mais toute la théorie de l'exceptionnalisme qui est appliquée dans le domaine du droit international vise à expliquer pourquoi, dans certaines circonstances, il y a des États particuliers qui ont des interprétations particulières de ce droit international. Et là, on revient à cette idée de la rationalisation. Il y a les États qui disent il faut respecter ces traités, mais évidemment, il faut le respecter suivant notre position étatique. Et cela devient très compliqué. Parfois, ça c'est peut-être le résultat de la globalisation, parfois il faut essayer de trouver une doctrine qui puisse expliquer ce que l'on fait face aux autres. Et donc les États continuent à faire ce qu'ils veulent, mais ils sont un peu poussés à se justifier. Et là, je ne continue pas, mais la doctrine de la légitime défense préemptive, on l'a vu, disons, à partir du meurtre d'Al-Soleimani. Disons, la façon dont à partir des tweets de Trump, des actes unilatéraux, si vous voulez, de la part des États-Unis, à partir des tweets de Trump, on essaye de changer l'explication, mais de donner une explication aux autres, tout en essayant d'établir une doctrine qui permet de justifier le meurtre ciblé d'Al-Soleimani, ce qui est effectivement quelque chose de contraire au droit international. Donc, c'est tout à fait intéressant, mais bon. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'était juste parce que je pensais que le mot, à propos du poids des mots, comment dirais-je, je ne me rappelle plus, mais les victimes de bombes, là, Yves Couchin. Comment? Oui, les dommages collatéraux, bah oui, non, mais tout à fait. Non, mais les victimes de bombes, je ne suis pas sûre qu'à part en japonais, il y ait un mot précisément pour dire les victimes de bombes. Pour ça, c'est tout à fait, langage, tout à fait. Quand la chose n'existe pas, quand c'est loin, on n'a pas le mot. Et là, comme par hasard, les Japonais, ils ont le mot. Bah, c'est évidemment tout à fait, parce que... Et c'est précisément, ça me fait penser à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que l'éloignement fait que
Bah, si c'est loin de nous, c'est pas la peine d'aller chercher un mot pour le dire, puisque de toute façon, c'est tellement loin que ça ne nous concerne pas. Or là, évidemment, pour les Japonais, c'était assez près quand même. Tout à fait. Et bien entendu, ils ont le mot qui va avec, ce qui prouve bien que les langues, elles peuvent dire absolument toutes les choses. Donc il n'y en a pas une qui soit plus facile, plus... Simplement, elles disent ce dont on a... Enfin, ceux qui décident ont besoin... Enfin, les mots qu'ils ont besoin qu'elles disent. Tout à fait. Ça, bon, moi je ne parle pas des japonais, mais lorsque j'ai trouvé, disons, un peu cette idée des ibakuja, les traductions que l'on retrouve, ce sont très différents. J'ai trouvé en français « victime de la bombe », mais en même temps, personne touché par les explosions. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, vous voyez, il y a aussi, lors des traductions, il y a aussi un effort pour établir des conséquences concrètes. Il y a une vision aussi, une vision émotionnelle. Ouais. Tout à fait. Il y a un très beau livre de Macagnon et Walton, en anglais, sur les langages émotionnels, qui est très intéressant parce qu'il donne des exemples dans lesquels, même dans les domaines des relations internationales, on a commencé à utiliser des mots que l'on n'utilisait pas auparavant afin de donner une idée différente. Et comment, disons, c'est peut-être le changement d'un mot. Lorsqu'on change un mot, on peut effectivement changer la perception que l'on a d'un phénomène. Emotive language. Oui, merci beaucoup pour cette conférence vraiment intéressante. Je m'interrogeais sur votre vision du rôle que pourrait être appelé à jouer ce tournant affectif, ce paradigme émotionnel. Vous avez employé différents termes, je crois, qui essayent de désigner la même chose. Est-ce que c'est d'abord et surtout et exclusivement un outil de compréhension, de lecture, de relecture du droit international qui permet d'en saisir les transformations? Là, vous avez donné un exemple avec une évolution qui permet peut-être d'aller jusqu'au dévoilement, à la critique. Est-ce que c'est ça seulement? C'est déjà beaucoup. Hein, ou est-ce que pour vous, parce que je l'ai senti poindre à plusieurs reprises, non. Ça peut et ça devrait peut-être aussi un outil de refondation du droit international. Comment on dit, c'est pas seulement un outil politique, c'est vraiment tout à fait. Est-ce que c'est pour ça que vous plaidez? Tout à fait. Et je ne dirais pas refondation du droit international, c'est un peu trop. Mais ce n'est pas seulement, disons, une vision, disons, de la description du droit international. C'est un outil d'interprétation, à mon avis. Il y a là, disons, des aspects qu'on n'a pas vus, on ne voit pas, disons, lorsqu'on travaille sur le droit international, habituellement. Donc, c'est vrai que, disons, le premier pas, disons, qu'il faut donner, c'est un peu commencer à considérer qu'il y a là quelque chose d'important. Dans le domaine des émotions, il y a quelque chose à trouver lorsqu'on essaye de décrire le droit international. Cependant, à un certain moment, j'ai parlé de la politique des émotions. Là, je pense qu'il y a un discours plutôt programmatique, si vous voulez. Il y a un discours à partir des exemples, dans lesquels on voit que la manipulation, le contrôle des émotions... Je sais que manipulation, ça laisse un peu l'idée de quelque chose de négatif. L'emploi des émotions, l'emploi consciente, disons, du fait qu'il y a des émotions qui sont derrière, ça permet effectivement vu que l'on peut changer de paradigme, d'établir de regards alternatifs de droit international qui permettraient effectivement de commencer à déterminer un droit international qui peut être différent. Des traités qui peuvent être, disons, conçus à partir d'une création rhétorique émotionnelle et qui, d'un point de vue strictement rationnel, ne pourrait pas être signé, ne pourrait jamais être avancé. Donc, de ce point de vue, il y a, à mon avis, il y a un volet politique derrière. Il y a la possibilité, une fois identifiée l'importance des émotions, de voir comment, effectivement, pour des visions critiques du droit international, ça permet de reconsidérer la façon dont le droit international est établi, est créé, fonctionne, etc., etc., etc. Donc, c'est une description qui sert aussi à donner un peu le feu vert à des idées qui éventuellement pourraient, disons, se valoir de ça, se servir de ça, afin de construire quelque chose de différent.
je ne suis pas sûr comment avancer dans cette deuxième partie, disons, et c'est peut-être aux diplomates et aux autorités de commencer à le faire. Mais je pense que la société civile a un rôle là, les académies, disons, les institutions ont un rôle à jouer dans les dévoilements de ces aspects et ces volets, et effectivement dans la pression que l'on peut commencer à générer pour que, effectivement, les acteurs étatiques commencent à faire avancer le droit international dans des domaines où le droit international semble un peu impossible, on ne bouge pas. Est-ce que je peux juste rebondir, parce que depuis tout à l'heure, c'est ça, ouais. je crois ce qu'a dit Hervé. Moi, il y a une question qui me vient, je ne suis pas internationaliste, mais peut-être c'est l'exemple que vous avez pris du désarmement, oui. Qui fait qu'évidemment c'était un exemple qui semblait montrer que la prise en compte des émotions est plus ou moins équivalente à un processus d'humanisation, il y a plutôt l'idée d'un progrès. Moi l'idée d'émotion, ça m'évoque d'autres choses, d'autres exemples, et je pense par exemple à des droits européens, à des jurisprudences qu'on a pu appeler des jurisprudences compassionnelles. Oui. Mais qui n'étaient pas nécessairement des jurisprudences plus protectrices de l'individu. Tout à fait. Parfois, on constatait même que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la jurisprudence compassionnelle, en réalité, protégeait une sorte de minimum vital de l'individu, qui était très réductrice de la personne. Oui. Donc, voilà, j'avais juste envie de vous demander si c'est simplement votre exemple qui fait tout à fait. Tout à fait. En compte positive d'une émotion, ou bien si c'est parce que vous y voyez quand même, vous y mettez une connotation positive. Non, c'est l'exemple. Alors, effectivement, j'ai coupé et j'ai donné, disons, le regard sur les émotions est beaucoup plus complexe. Et effectivement, disons, là, et je reviens sur ces aspects politiques, là, on perçoit bien que les émotions, dans ce cas-là, effectivement, ont permis, par exemple, de promouvoir, disons, un nouveau traité sur une base différente. Mais en même temps, disons, lorsqu'on ouvre les yeux pour percevoir les émotions, on se rend compte du fait qu'il y a des États, effectivement, qui, sur la base, disons, d'un discours affectif, finalement, pourraient éventuellement même aller contre la protection de la dignité des personnes. L'exemple de l'intervention humanitaire pourrait éventuellement fonctionner là-dedans. Ce sont des États qui utilisent un volet émotionnel qui, en fait, essayent de justifier des actions qui sont des actions qui ne sont pas des actions protectrices des droits des personnes. Même dans le droit international humanitaire, disons, on parle évidemment du volet humanitaire, et par contre, disons, c'est vrai que la protection que l'on donne, c'est vrai que ce sont des circonstances exceptionnelles, c'est la guerre, mais dans des conflits armés, la protection que l'on donne à la personne, c'est vraiment une protection minimale. Donc, ce n'est pas les droits de l'homme, c'est une garantie de survie, je dirais. Et là, disons, effectivement, c'est positif parce que, au moins dans ces contextes, qui est un contexte absolument, disons, extrême, il y a des limitations à la violence, mais quand même, ce n'est pas assez pour considérer qu'il s'agit d'une humanisation. Il y a un mythe de la rationalisation et il y a un mythe de la permanence. Disons, je sais que pour les juristes, on trouve que si on a des structures qui perdurent dans le temps, on se sent plus à l'aise. Je comprends ça. Mais c'est vrai que ce sont des fictions, que la situation change. Disons, désarmé, on espère que ça va durer. Oui, mais disons, la Charte des Nations Unies, voilà, disons, c'est vrai que ça dure. C'est aussi vrai qu'il y a des critiques énormes parce qu'on a essayé en 1945 de maintenir un système qui n'est pas le système que l'on a maintenant. Et cependant, le système continue à perdurer. Et là, je ne suis pas tellement sûr que le fait d'être permanent est quelque chose de positif. J'en sais pas. Peut-être pas permanent, mais quand même un laps de temps. Dans le champ du droit de l'environnement, ouais. On a un nombre de traités qui ont été conclus sous le coup de l'émotion, ouais. qui ne sont pas en vigueur. La plupart des traités ne sont pas en vigueur. Il ne lit qu'un petit nombre d'États. Ce qui fait qu'il y a une multiplication des textes, des instruments, mais très peu. Mais là, là, le problème, c'est les émotions qui sont derrière les textes, ou c'est le fait que les États, pour des raisons politiques, ne veulent pas respecter les textes, parce que ce sont des choses différentes. Alors, le problème, c'est les émotions qui... C'est un moment politique. Mais si le moment est raté, s'il n'est pas assez longtemps présent, ouais. le risque, c'est que
bien, on en revienne à des réflexes plus classiques ou tout bêtement que l'actualité passe. C'est ce qu'on appelle l'agenda diplomatique. Ouais. C'est-à-dire un thème est sur l'agenda diplomatique, et ça, c'est rationnel que les diplomates s'en occupent à ce moment-là, et puis un autre arrive et chasse le précédent. C'est la réalité des négociations internationales. Il faudrait aussi sans doute s'interroger sur ce qu'on entend par émotion, par affect, qui n'est pas forcément oui, tout à fait. Et puis par exemple, il y a des émotions ou des affects qui vont traverser absolument le temps. Exemple, le tabou de l'inceste qui est depuis toujours, etc. Et c'est aussi une émotion qui va guider la vie de tout un chacun et qui est absolument permanente. Et c'est celle-là précisément que, par exemple, la négociation en anglais quand on est francophone, jusqu'au tabou de l'inceste qui tombe, pas complètement, mais qui devient très évanescent quand on parle par exemple une autre langue que la sienne, ce qui est complètement fou. Donc ça prouve bien à quel point on est guidé quand même. Ouais. Mais là c'est affect, c'est plus émotion au sens, tu vois, donc il y a ça aussi, je pense qu'il faudrait, parce que c'est pas la même chose en fonction de ce qu'on met derrière émotion contre rationalisation. Et là je pense que aussi, oui, si c'est une émotion spécifique liée à un temps spécifique, c'est une chose. Mais si c'est la manière dont on se structure en tant qu'individu, là c'est au contraire une permanence absolue. Ouais. Et l'appel aux émotions, je suis pleinement d'accord, l'appel aux émotions est toujours là. Disons, peut-être les émotions qui étaient, disons, au début, lorsque une négociation a commencé à déclencher, c'était une émotion qui finalement, disons, lors de la signature de traité, on l'a laissée de côté. Mais il y a des émotions nouvelles qui vont surgir, les émotions de l'État qui doit montrer à tout le monde qu'il respecte les traités et qui essaye de voir comment il n'est pas en train de violer ce que les traités disent. Donc il y a des jeux. Voilà pourquoi je pense qu'il y a des circulations des émotions. Il y a des circulations parce qu'il y a une volonté d'utiliser les émotions comme un outil qui, à mon avis, est utilisé dans le contexte du droit international tout le temps. Tout le temps. Parlez bien fort. Oui. Parlez bien fort. Oui, deux questions. La première question s'intéresse au langage. Oui. J'aimerais savoir si, en dehors des termes que vous avez employés, qui peuvent se retrouver, être évoqués dans un traité, dans les préambules, les formules préambules, ou dans le corps du traité, il existe des formes subtiles, des représentations subtiles d'émotions qu'on pourrait prendre en compte dans le cadre de votre réflexion. Ma deuxième question c'est surtout dans les sièges de la première intervention du professeur Asensio. J'aimerais savoir si le duel entre la logique émotionnelle et la logique juridique pourrait conduire un jour à la destruction du droit international. À la destruction du droit. Ah, ça c'est pessimiste pour terminer un peu. Mais dans quel sens la destruction du droit? La destruction du droit dans son sens, dans son aspect positif, l'aspect positif, le droit positif actuel. Nous avons le droit classique et le droit applicable aujourd'hui. Oui. Bon, et oui, je comprends. Et je commence par la fin. Non, je ne pense pas que, disons, tout au contraire, moi ce que je veux montrer, c'est que les droits internationaux précisément avancent bien, précisément parce qu'effectivement, il y a tout un processus qui reprend les émotions et qui sont derrière la création des normes du droit international. Je ne crois pas, disons, tout au contraire, je pense que cela permet de voir comment le droit international se développe. Et donc, disons, c'est pas que, disons, le recours aux émotions est, disons, une attaque contre le droit international. Tout au contraire, cela permet de montrer comment le droit international fonctionne. Ça fonctionne avec les émotions, ça ne fonctionne pas contre les émotions. C'est ça un peu l'idée. Et je ne suis pas sûr si j'ai compris la première question. Et effectivement, il y a des aspects concernant les langages beaucoup plus explicites. Et là, on peut commencer à travailler, par exemple, sur les langages
du droit international écrit, c'est-à-dire les textes des traités, par exemple. Et là, on voit, par exemple, des choses très intéressantes. Vous avez juste mentionné l'idée des préambules que j'avais évoquées. Là, les langages des préambules n'ont rien à voir avec les langages, parfois, des dispositions d'un traité. Tous les mots qui sont plutôt émotionnels sont des mots que l'on retrouve dans les préambules. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas des obligations concrètes. Et donc, c'est là l'endroit où on parle de l'avenir, on parle de toute une construction plutôt utopique ou idéaliste, disons, d'un traité, que lorsque l'on commence à analyser les obligations concrètes, on ne le retrouve pas. Et donc, je vous invite à faire l'exercice avec n'importe quel traité. Vous allez noter, il y a une différence de langage qui est absolument claire. Et par contre, il y a une utilisation du langage qui est beaucoup plus subtile. Et là, pour un chercheur, c'est plus difficile de le trouver. Mais effectivement, il y a, dans les jugements, disons, des tribunaux, il y a une utilisation d'un langage tout à fait important, et même dans les négociations diplomatiques. Donc, si vous lisez un peu les travaux préparatoires, disons, des traités, vous allez noter comment les différents représentants diplomatiques utilisent parfois des mots différents. Et parfois, ce que l'on retrouve, disons, dans les textes, c'est finalement la conséquence de ces négociations de mots. Je donne un exemple de droit humanitaire. Lorsque vous allez trouver dans l'article 35 du protocole 1 des conventions de Genève les souffrances innécessaires et les morts superflues, on a les deux termes dans les traités, et cela a été précisément à cause, disons, d'une lutte linguistique entre l'anglais et les français. Donc les français parlaient de morts superflues, les anglais parlaient de superfluous injuries, et voilà, on a mis les deux choses en même temps. Et là, a donné, disons, des interprétations pourquoi l'article 35 mentionne ces deux aspects. Et à vrai dire, c'est un problème diplomatique. Tout à fait. Tout à fait. Et là, il y a, mais il y a des fleuves d'encre qui se sont penchés pour expliquer pourquoi mot superflu, pourquoi... Et non. Merci encore. Je veux faire une observation et poser une question par rapport à cette observation. Dans certaines cultures dans le monde, les hommes sont découragés culturellement de montrer leurs émotions par rapport aux femmes. Oui. C'est-à-dire dans le contexte où les hommes sont avec les autres hommes, qui était tout ou moins le contexte dominant des négociations pour le traité jusqu'à aujourd'hui. Les émotions sont découragées. En même temps, quand j'enseigne le droit international, j'ai remarqué que la majorité des étudiants que j'ai en France et la grande majorité des étudiants que j'ai quand j'enseigne en Europe de l'Est sont des femmes. Et je ne sais pas si ça c'est un phénomène mondial, mais ça c'est anecdotal, mais ça va indiquer qu'en 20 ans, ce seront les femmes qui négocient ces traités. J'ai essayé de mélanger tous ces pensées. Non, c'est très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut porter l'aspect émotionnel tout à fait. au traité de futur dans une manière plus évidente? Je ne sais pas. Bon, merci, parce que c'est un point qui est parfois soulevé lorsqu'on travaille avec des émotions. Il y a ces genres de liens que l'on établit entre les émotions et, disons, le rôle des femmes, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, pour les théories critiques, et là, disons, je reviens un peu sur les contextes généraux, lorsque je dis que, finalement, il y a des critiques à faire concernant le mythe de la modernité, le mythe de cet aspect communicatif, disons, ouvert, le mythe de la rationalité absolue, disons, du droit, il y a le mythe de la masculinité en droit. Disons, il y a cette idée qui un peu a été soulevée par les théories féministes du droit international, que le droit international n'est pas seulement une construction moderne, une construction westphalienne, une construction d'hommes blancs,
je dirais, c'est une construction vraiment masculine. Et là, disons, Charlesworth, Chinking, ce sont des professeurs du droit international qui ont commencé à considérer qu'effectivement, il y a un volet de hypermasculinisation d'un État. Par exemple, l'État agresseur est perçu comme un État homme. Les terres coloniales sont perçues comme des terres vierges qui sont là pour un peu la domination de la part des puissances. Il y a des métaphores que l'on traduit dans les langages du droit international qui répondent effectivement à l'écart traditionnel des femmes du domaine du public. C'est-à-dire, dans les contextes du droit, le contexte masculin du droit, il n'y a pas de place pour la féminisation. Et donc, c'est logique de considérer qu'il n'y a pas de place pour les émotions. Parce qu'il y a de nouveau ce faux lien entre émotion et féminisation. Là, ce que je vais montrer, c'est que, disons, il n'y a pas une opposition entre émotion et raison. Il n'y a pas vraiment une opposition femme-homme que l'on peut effectivement établir pour trancher ces champs de choses. Mais ce sont des manipulations historiques. Et là, de nouveau, s'il faut dévoiler les émotions qui sont derrière la raison, il faut aussi dévoiler les circonstances qui ont exclu les femmes du domaine du droit international de façon traditionnelle. Ça fait partie un peu d'une position théorique des lectures critiques du droit international.